mariage, une longue histoire. Depuis des millénaires et sous toutes les latitudes, l'union d'un homme et d'une femme, tous deux porteurs d'un avenir possible pour leur tribu, pour leur nation, pour leur État ou leur royaume, a été un moment officiel de réjouissance, assorti de règles très diverses. En 1791, l'Assemblée constituante a établi en France le mariage civil répondant à la volonté de voir officialiser pour tous les couples leur engagement à fonder une famille qui bénéficierait ainsi de la protection de l'État et participerait à l'essor et à la cohésion de la nation. Ce mariage est appelé le mariage pour tous, catholiques, protestants, juifs, incroyants, mais pour tous, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage civil est un engagement défini par la loi aujourd'hui. La réalité naturelle incontournable de la procréation par l'union d'un homme et d'une femme a fait estimer inutile toute définition sexuée de cette union. Mais tous les articles du Code civil concernant le mariage font référence au père et à la mère et à la promesse d'enfant. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les motifs du projet de cette nouvelle loi sont exposés ainsi. Nulle part n'a été expressément affirmé que le mariage suppose l'union d'un homme et d'une femme. Cette condition découle uniquement d'autres dispositions du Code civil. Ils disent alors: une nouvelle étape doit donc être franchie. Tel est l'objet du présent projet de loi qui ouvre le droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence l'accès à la parenté à ces couples via le mécanisme de l'adoption qui lui est intimement lié. Nouvel article 143. Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Le second paragraphe crée un chapitre 4 bis intitulé « Des règles de conflit de loi » afin de permettre sur le territoire national la célébration du mariage d'un Français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel. La nouvelle règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se marier lorsque pour l'une d'elles, la loi personnelle ou la loi de l'État de sa résidence le permet. Alors, voyons pour le couple les conséquences. La première objection pourrait être « Puisqu'on s'aime, pourquoi se marier ?» Pour se marier, le couple passe par l'institution du mariage. Cela engage les époux dans un acte qui les dépasse. Leur engagement personnel les relie à la chaîne des générations passées et à venir. Cela implique alors la possibilité d'avoir des enfants. Cette institution apporte aux époux la garantie de l'aide de l'État pour les missions d'accueil de la vie et de l'éducation, l'existence de dispositions juridiques et économiques liées au mariage assurant la protection du plus faible et du plus petit, dans le cadre du mariage et en cas de séparation, l'engagement de soutien mutuel tout au long de la vie et de soutien aux ascendants et descendants, le cadre indispensable pour former le premier échelon de cohésion sociale entre les membres de deux familles, ascendants et descendants. Mais alors,
peut-on refuser le mariage à des personnes qui s'aiment? Le mariage n'est pas la simple reconnaissance d'un sentiment amoureux. C'est l'articulation de la conjugalité et de la parenté. Le mariage est une institution publique qui officialise la création de la famille. En fait, on peut s'aimer sans se marier. La reconnaissance publique d'un amour privé n'a pas besoin du symbole du mariage, avec le PACS et le certificat de concubinage qui remplissent déjà cette fonction. En droit, si le simple fait de s'aimer suffit à légitimer un acte de mariage, il n'y a plus de limite à ce qui peut ou non être appelé mariage. Par exemple, plus de 2 personnes, ou avec des liens de parenté, de consanguinité. Pour récapituler, voici une comparaison entre les 3 propositions d'union actuelles: le mariage, le concubinage et le PACS. Pour le mariage, les personnes doivent être de sexe différent, âgées d'au moins 18 ans, et le mariage résulte d'une cérémonie en mairie. Pour le concubinage, les personnes peuvent être de même sexe ou de sexe différent, et la preuve du concubinage résulte de la délivrance possible d'un certificat en mairie. Pour exercer en commun l'autorité parentale, il leur faut alors prouver la communauté de vie en s'adressant au juge aux affaires familiales. Pour le PACS, il s'agit d'unir 2 personnes de même sexe ou de sexe différent. Le PACS résulte d'une convention enregistrée soit au tribunal d'instance, soit chez un notaire. En cas de dissolution, elle peut se faire par décision commune, avec une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance, mais aussi sous décision unilatérale d'un seul des partenaires, signifiée à l'autre par voie d'huissier. Peut-on alors parler de discrimination envers les personnes homosexuelles? Le principe d'égalité impose de traiter de la même façon 2 situations identiques. Il n'y a pas de discrimination si les situations sont différentes. La différence de situation entre les couples de sexe différents ou de même sexe peut justifier une différence de traitement au titre du droit de la famille, confère la décision prise par le Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011. Ainsi, pour l'égalité des droits, le PACS ou union civile est un contrat organisé entre 2 adultes, contrat qui ouvre des droits équivalents au mariage, ou pourrait être renforcé. Maintenant, sur le plan psychologique. Imaginons. Bonjour, je suis hétéro. Bonjour, je suis homo. Personne jusqu'à présent ne se définit ou ne se réduit à son orientation sexuelle. La vie sexuelle est de l'ordre de l'intime. Pourtant, ceci pourrait devenir officiel. Et maintenant, voyons pour l'enfant. Et l'enfant, en quoi cela le concerne-t-il? L'enfant est la raison d'être institutionnelle du mariage d'aujourd'hui, car le mariage lui apporte un lien de filiation authentifié par la présomption de paternité qui fait de l'époux le père de l'enfant. L'assurance de nommer les auteurs de sa vie comme père et comme mère dans un lien de parenté biologique, ou pour l'enfant adopté, dans un lien de paternité et maternité assumé dans l'altérité sexuelle. Comme le disait le docteur Pierre Lévy-Soussan, pour pouvoir imaginer qu'il aurait pu en être issu, il doit pouvoir fantasmer une scène de naissance possible, encore faut-il qu'elle soit crédible. Tiré du point du 18 octobre 2012. Ce même mariage apporte à l'enfant la capacité de se construire en tant que personne en pouvant s'identifier ou se différencier par rapport à des parents de sexe différent. Il lui apporte d'accepter la différence de l'altérité des sexes, indispensable à la première socialisation, afin de vivre en harmonie avec le milieu social et à y être acteur. En quoi le mariage pour 2 personnes de même sexe
pourrait modifier les conséquences pour l'enfant. Le mariage pour tous ouvre le droit automatique à l'adoption et par voie de conséquence l'accès à la parentalité pour ces couples. Les termes de paternité et maternité, remplacés par ceux de parentalité, éliminent le lien biologique d'engendrement. Et aussi, toutes les solutions pour avoir un enfant deviendraient possibles, comme dans tous les pays qui ont légalisé le mariage homosexuel. Les difficultés actuelles de l'adoption, il existe très peu de pupilles de la nation adoptable, seront accentuées par le refus de pays hostiles à l'adoption par des couples homosexuels. Les parents gays ou lesbiennes exigeront alors le recours au PMA ou aux mères porteuses. Ainsi, les articles du Code civil vont être modifiés. Nous allons enlever les mots père et mère et ils seront remplacés par le mot parent. Comme dans tout le Code civil, tous les documents administratifs, législatifs, judiciaires, scolaires ne mentionneront que les termes de parent, avec parfois des qualificatifs. Parent 1, parent 2, voire parent biologique. Pourquoi pas parent éducatif, parent social, etc. Le rôle du livret de famille est de permettre à l'enfant d'être relié à la génération précédente. Il est relié naturellement à la famille de son père et à la famille de sa mère. Or, si l'enfant peut prendre le nom de deux parents de même sexe, sa filiation reposera sur une incohérence. Ainsi, dans le nouveau projet de loi, nous pouvons y lire, par exemple, l'article 357, l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux conjoints, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Du coup, pourrait-on autoriser le mariage pour les personnes homosexuelles en interdisant l'adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe? Ceci est une incohérence, car le mariage ouvrira d'office le droit à la filiation. C'est la définition même du mariage. Le jour du mariage civil, l'officier d'état civil donne aux époux un livret de famille, et non un certificat d'union civile. L'objection aussi serait « Un couple de même sexe ne peut-il être constitué de bons parents ?» Les personnes homosexuelles sont capables d'un amour profond, généreux et sincère, mais les psychologues et les pédopsychiatres rappellent que l'amour ne suffit pas à la construction de l'enfant. L'investissement éducatif seul ne suffit pas non plus. Un homme et une femme sont nécessaires à l'enfant pour lui assurer un socle complet et complémentaire. Chaque enfant a besoin d'une référence paternelle et maternelle pour se construire de façon équilibrée. Même si certains en sont privés par la vie et c'est pour eux source de souffrance, cela ne justifie en rien de l'organiser délibérément. Pourtant, cela existe déjà. Oui, et ces enfants ont les mêmes besoins et droits de protection par l'État. Ils doivent être accueillis et respectés comme tout enfant. Mais le fait que des situations amènent des enfants à être privés de père ou de mère, ou des deux, ne rend aucunement légitime la création d'une catégorie d'enfants délibérément privés, parfois avant la naissance, de ce bien et de ce droit essentiel inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Il n'existe pas de vide juridique concernant la situation de ces enfants. La déclaration d'autorité parentale accordée aux membres du couple, qui n'est pas le parent, offre déjà un cadre juridique adapté, en termes de succession par exemple. L'adoption a pour but de trouver une famille à un enfant et non le contraire. Ne confondons pas le droit de l'enfant avec le droit à l'enfant. Alors l'homofiliation ne peut-elle être reconnue? Et non, voilà un terme qui exprime une pure construction idéologique sans aucune réalité biologique.
Un être humain ne peut être issu que de l'union d'un gamète masculin et d'un gamète féminin. D'ailleurs, si on cherche dans le dictionnaire, le mot gamète vient de gamos, qui en grec veut dire mariage. Nier cette réalité naturelle, c'est piétiner l'écologie humaine. Aucun être humain ne mérite qu'on efface volontairement son père ou sa mère. Que faire alors pour les 300 000 enfants aujourd'hui concernés? Attention à la manipulation des chiffres. Rapportons-nous à des études fondées et non des discours médiatiques ou partisans. Voici des chiffres confirmés par l'INED, Institut national d'études démographiques. Une proposition de loi en faveur du mariage pour tous indique que selon les gays et lesbiennes, qui seraient 3,5 millions en France, il y aurait urgence à légiférer, car 300 000 enfants seraient élevés en France par des parents de même sexe. À côté des chiffres militants, il est utile de lire les travaux de l'Institut national des études démographiques, organisme d'État faisant référence sur tous les sujets démographiques. L'INED estime le nombre d'enfants concernés entre 24 000 et 40 000. S'il est en revanche un chiffre facile à vérifier et donc ne faisant pas débat, c'est le nombre d'adhérents de la PGL. Ils sont 1800 sur l'ensemble de la France. Le nombre d'enfants dans des couples homosexuels fait le grand écart. Selon la PGL, 300 000 enfants. Selon l'INED, 24 à 40 000 enfants. Nombre d'adhérents à PGL, 1800 seulement. Et souvenons-nous, en 1999, les promoteurs du PACS en soulignaient l'urgence en annonçant l'attente de 5 millions de personnes désireuses de conclure un PACS. Des analyses de l'INSEE, il ressort aujourd'hui que 904 746 PACS ont été signés entre 2000 et 2010, dont seulement 7% entre personnes du même sexe, soit 63 609 PACS en 11 ans, et en 2010, 4,5% seulement. Une autre objection, la procréation assistée pour personnes de même sexe, faut-il aussi s'y opposer? La médecine et la sécurité sociale prennent en charge l'infertilité pour raisons médicales. Notre système de santé concerne les problèmes de santé. Les personnes de même sexe ne sont pas infertiles. Elles ne peuvent pas procréer ensemble pour des raisons évidentes, pour infertilité sociale pourrait-on dire. Permettre à la médecine de contourner un problème qu'elle ne peut guérir obligera à des techniques très coûteuses. Une FIV coûte en ce moment entre 3 500 à 4 500 € et est aléatoire. Seulement 22 à 24% de réussite. Mais rappelons pour mieux comprendre en quoi consiste cette procréation assistée. Pour les couples de femmes, l'une ou les deux auraient recours à l'insémination artificielle par donneur, anonyme ou non. Le père peut alors être évincé de la filiation. L'une des deux femmes pourrait fournir l'ovule, comme dans une FIV classique. L'embryon serait ensuite implanté dans l'utérus de sa conjointe. Une mère est biologique, l'autre est gestatrice. Pour les couples d'hommes, le recours à une mère porteuse est indispensable. L'un des deux peut être choisi pour être le père biologique, don de sperme. Si les deux souhaitent la paternité, un mélange de sperme peut être réalisé au préalable, laissant le hasard féconder l'ovule et définir la paternité, car un seul spermatozoïde fécondera. La mère porteuse réalise alors la gestation, avec contrat et rémunération fixés à l'avance. Si les PMA sont ouvertes aux femmes homosexuelles sous couvert d'égalité, la gestation pour autrui devra être légalisée aussi en France. D'autres questions en vrac peuvent se poser. Peut-on attribuer légalement la propriété d'un embryon à un seul des deux parents biologiques? Peut-on légaliser la création volontaire d'un orphelin de père ou de mère? Peut-on légaliser la création volontaire d'un enfant qui aurait 2 hommes ou 2 femmes commanditaires pour parents et serait orphelin de son père ou de sa mère? Ne doit-on pas privilégier l'intérêt de l'enfant à naître? Mais encore, pour les mères porteuses,
L'enfant serait l'objet d'un contrat, d'un tarif et donc un objet commercial. Cela consiste donc à légaliser l'abandon et le commerce d'enfants. Peut-on faire fi du lien affectif qui se crée pendant la grossesse? Celle-ci peut être assimilée à un travail, 8 heures par jour? La gestation pour autrui ne remet-elle pas en cause la commercialisation et l'exploitation du corps humain? Faut-il occulter les risques psychiques que l'on fait courir à la femme, à l'enfant, aux parents commanditaires, à la fratrie ou au conjoint éventuel de la mère porteuse? Et bien d'autres questions sur l'aspect commercial, le sentiment d'abandon, les litiges. Dans les pays où existe cette pratique, des centaines de procès sont en cours. S'opposer, n'est-ce pas être homophobe? Être homophobe, c'est pratiquer ou inciter à la haine, la violence, la diffamation, l'injure, les discriminations injustes envers les personnes. Il faut lutter contre l'homophobie et condamner tout acte ou propos homophobe. Est-on sûr que ce mariage pour tous n'entraînerait pas plus de réactions homophobes? Confère l'émission Complément d'enquête sur France 2 le 29 novembre 2012. Reconnaître l'amour que se portent deux personnes de même sexe, entendre leur désir compréhensible d'enfant, n'interdit pas d'affirmer son opposition à l'ouverture du mariage, de l'adoption et la procréation assistée à ces personnes, sans être pour autant homophobe. La loi n'a pas pour objet de gérer les cas particuliers, mais elle a pour finalité d'être éducatrice de la nation. Ces prescriptions sont nécessaires et fondatrices. Si nous interrogions nos enfants, quel avenir souhaiteraient-ils? La paix, la vérité, la cohésion sociale. Attention donc si l'État, garant de la paix sociale, renie les droits les plus fondamentaux des plus vulnérables, il peut valider toute violence. Attention donc, en piétinant l'environnement le plus favorable à l'éclosion et à la croissance du petit homme, l'État peut ouvrir la porte à toutes les expériences du gender et brouiller les filiations. C'est à nous maintenant qu'il appartient de nous manifester, pour faire vivre l'espoir du vrai progrès humain, pour la recherche de la justice et pour la recherche de la vérité en vue du bien commun. Nous devons cet engagement à nos enfants, notre pays, notre humanité.